Chapitre 4. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qui en advint. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas !» dit le misérable à l'autre misérable. « Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss ? Qu'entends-je ? Vous, mon cher maître, vous, dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé ? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux ? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature ? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, « Eh bien, lui dit-il, Cunégonde !»« Elle est morte, reprit l'autre. » Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. « Cunégonde est morte ! Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous ? Mais de quelle maladie est-elle morte ? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied ? Non, dit Pangloss, elle a été éventrée par des soldats bulgares après avoir été violée autant qu'on peut l'être. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille traité précisément comme sa sœur, et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les Abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. À ce discours, Candide s'évanouit encore, mais revenu à soi et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avait mis Pangloss dans un si piteux état. « Hélas !» dit l'autre, « c'est l'amour. L'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, dit Candide, je l'ai connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable ? Pangloss répondit en ces termes. Ô mon cher Candide, vous avez connu Paquette, cette jolie suivante de notre auguste baronne. J'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévoré. Elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il l'avait eu d'une vieille comtesse, qui l'avait reçue d'un capitaine de cavalerie, qui la devait à une marquise, qui la tenait d'un page, qui l'avait reçue d'un jésuite, qui, étant novice, l'avait eue en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Pour moi, je ne la donnerai à personne, car je me meurs. « Ô Pangloss !» s'écria Candide, « voilà une étrange généalogie. N'est-ce pas le diable qui en fut la souche ?»« Point du tout, » répliqua ce grand homme. C'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire, car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille. Il faut encore observer que, jusqu'aujourd'hui dans notre continent, cette maladie nous est particulière comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais ne la connaissent pas encore. Mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires, bien élevés, qui décident du destin des États. On peut assurer que quand 30 000 hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ 20 000 vérolés de chaque côté. Voilà qui est admirable, dit Candide, mais il faut vous faire guérir. Et comment le puis-je ? dit Pangloss. Je n'ai pas le sou, mon ami, et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement, sans payer ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paie pour nous. Ce dernier discours détermina Candide.
Il alla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques et lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de 2 mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ces 2 philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canon de 24, ni baïonnettes. Ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'emparent des biens et des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borgne, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des 4 coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. Chapitre 5. Tempête, naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. La moitié des passagers, affaiblis, expirant de ces angoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agité en sens contraire, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières, les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entr'ouvert. Travailler qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre. Il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui aussi une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie du mât rompu. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fit, il est précipité dans la mer à la vue du matelot qui le laissa périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui est englouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entr'ouvre, tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide et de ce brutal de matelot qui avait noyé le vertueux anabaptiste. Le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage où Pangloss et Candide furent portés sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur qu'ils sentent la terre trembler sur leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant « Il y aura quelque chose à gagner ici. » « Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène ?» disait Pangloss. « Voici le dernier jour du monde, » s'écriait Candide. Le matelot court, incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent, en trouve, s'en empare, s'enivre et, ayant cuvé son vin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche. « Mon ami, lui disait-il, cela n'est pas bien, vous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. Tête et sang, répondit l'autre, je suis matelot et né à Batavia, j'ai marché 4 fois sur le crucifix dans 4 voyages au Japon.
Tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle. » Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss: « Hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile, je me meurs. » « Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, mêmes effets. Il y a certainement une traînée de soufre sous terre depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide. Mais pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable, répliqua le philosophe. Je soutiens que la chose est démontée. Candide perdit connaissance et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers les décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes, mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. « Car, dit-il, tout ceci est ce qu'il y a de mieux. Car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs, car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien. » Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole et dit: « Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute ni punition. »« Je demande très humblement pardon à votre Excellence, répondit Pangloss encore plus poliment, car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. »« Monsieur ne croit donc pas à la liberté, dit le familier. »« Votre Excellence m'excusera, dit Pangloss, la liberté peut subsister avec la nécessité absolue, car il était nécessaire que nous fussions libres, car enfin la volonté déterminée. » Pangloss était au milieu de sa phrase, quand le familier fit un signe de tête à son estafier, qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto. Chapitre 6. Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il avait décidé par l'université de Coïmbra que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et 2 Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans les appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtis d'un San Benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queue, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: « Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Passe encore, si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port?
Ô mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ?» Il s'en retournait, se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. »